Le désir, élan physique, conscient qui pousse quelqu'un à l'acte ou au plaisir sexuel. Action de désirer, d'aspirer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, envie, souhait. Voici deux façons dont le Larousse définit le désir. Comment, pourquoi le désir désigne à la fois ce qui nous anime pour mener des projets, se diriger vers nos rêves et l'élan physique vers quelqu'un. Le désir revêt un caractère mystérieux. Pourquoi ressentons-nous cette attirance pour une personne plus que pour une autre? Cela revêt une dimension même un peu mystique. Est-ce Dieu, l'univers, une force supérieure qui nous indique que cette personne serait bonne pour nous? Dans certaines spiritualités, il est même indiqué que si on ressent de l'attirance pour une personne, c'est qu'elle nous est destinée. C'est notre âme sœur, ou bien quelqu'un avec qui il est écrit que nous avons un bout de chemin à mener avec elle. Mais qu'en est-il de faire des enfants avec cette personne? Y a-t-il quelque chose qui nous guide à faire un enfant avec un homme, une femme, plutôt qu'un ou une autre? Saviez-vous par exemple que les femmes ont tendance à être attirées par des partenaires dont les gènes diffèrent des leurs pour assurer un système immunitaire plus robuste pour leur bébé? Et qu'elles identifient ce patrimoine génétique complémentaire du leur grâce à l'odeur. Incroyable, non? L'attraction a donc bien un sens biologique. Mais a-t-elle un sens sur le plan psychologique? Le désir est-il un bon guide pour identifier un homme dans lequel nous nous inscririons dans une relation saine? Je reçois aujourd'hui Aurélie Loiseau, qui est sexologue et qui accompagne des femmes à se reconnecter à leurs désirs. Elle est aussi l'auteure de la BD Histoire d'elle et la créatrice du podcast Un monde sous ma jupe. C'est ainsi que je l'ai découverte. Dans cet épisode, elle nous aide à structurer notre pensée pour mieux analyser notre désir, savoir s'il est un guide ou pas, et savoir comment en faire un guide. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute, et je vous souhaite la bienvenue dans Rôle Modèle, le podcast et la communauté des parents protecteurs. Bonjour Myriam. Aurélie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. En tout cas, moi j'avais envie de t'inviter sur le podcast parce que ton podcast m'a inspirée, notamment ta façon de percevoir le désir et notamment le désir des femmes. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais mettre une définition, en tout cas ta définition, de ce qu'est le désir et notamment le désir chez les Alors femmes? oui, c'est important déjà de définir ce que c'est le désir et c'est pas si évident que ça en plus à définir. Alors le désir, c'est quelque réellement qui part de soi mais qui va souvent vers l'extérieur et en fait, il y a une sorte de besoin des fois qu'on n'arrive pas à comprendre. Enfin, c'est pas tant du besoin, parce que le besoin, c'est encore autre chose, mais c'est quelque chose qui nous pousse à aller vers l'autre, qui nous pousse à peut-être posséder l'autre, à obtenir quelque chose à l'extérieur. Et donc, on parle de désir sexuel, mais pas que de désir sexuel. On parle de quelque chose qui nous anime. Alors, c'est très relié à l'inconscient aussi, à notre besoin de vivre, notre rapport à la vie, notre besoin de vivre la vie, on va dire d'une manière très spontanée, d'une manière très animée par finalement des désirs inconscients. Le désir, c'est vraiment quelque chose qui nous pousse à aller vers l'extérieur et qui part de notre besoin peut-être d'être plus vivant encore. Alors moi, c'est vrai que la question du désir, comme moi, mon sujet de prédilection, c'est plutôt l'enfance. J'essaie de relier ça à la façon dont on écoute les besoins des enfants
Et je me dis qu'il y a peut-être un lien entre le fait d'être conscient de ses désirs et avoir du désir et écouter son désir avec le fait qu'on ait pu écouter nos besoins, les considérer. Tu vois, cette relation entre le fait d'accepter d'avoir des besoins, d'accepter d'avoir des envies et de les écouter parce que nos parents, ou en tout cas des adultes référents de notre enfance, les auraient écoutés. Je sais pas si ça fait écho à ce que tu vois Oui, dans et ta je pratique. pourrais même du coup, préciser une chose, c'est que finalement, ce dont tu parles, je trouve que c'est très relié à la connaissance de soi, le plus possible d'amener de la conscience sur, ce qui peut nous faire du bien, nos limites, nos besoins. Donc, je trouve que c'est plus relié à des besoins qui finalement vont peut-être nous sécuriser, des choses qui nous sont importants. Par contre, le désir qui est plus relié à la pulsion, qui pourrait se caractériser plus par du désir, de l'envie, quelque chose qui est plutôt de l'ordre du plaisir plus que du besoin. Euh, et là, en fait, c'est peut-être d'autres choses qui vont s'animer en nous. Et on parle souvent même d'ailleurs de pulsion ou de pulsion de vie. Donc, les deux, pour autant, enfin, peuvent être mieux compris si on se connaît un peu, un peu mieux et si on arrive à voir ce qui nous anime. Mais il est clair que dans les premiers temps de sa vie, on n'a pas toujours conscience de ça et ce qui est normal, parce que, c'est le temps, c'est les expériences de la vie qui fait qu'on apprend à se connaître, entre autres et heu et c'est vrai que plus on arrive à mettre en lumière ce qui se passe dans notre inconscient et plus on arrive à comprendre, ce qui est relié plus à des besoins, des choses qui sont plus, on va dire, fondamentaux pour, se sentir bien dans sa vie, pour, trouver un équilibre dans sa vie, pour, finalement se sentir en sécurité et se sentir heureux. Mais tout ce qui est relié plutôt au plaisir, au fait d'être animé par cette pulsion de vie, parfois, hem, en fait, ça va être plus relié au fait de s'amuser, expérimenter la vie, à comprendre. Et en même temps, les 2 vont ensemble. On peut complètement les décorréler, mais comme on peut justement faire en sorte que ces 2-là, se répondent pour bien justement aller vers l'épanouissement. Est-ce que c'est possible d'être connecté à ses désirs et complètement Oui. déconnecté de ses besoins? Alors, alors je vais justement, voilà, c'est toujours mieux, d'avoir des exemples. Ça peut ressembler à une femme qui, par exemple, a le besoin d'être en sécurité, d'être en contact, enfin, je sais pas, par exemple, de faire une rencontre d'un homme et puis d'être en couple avec cet homme. Le besoin de se sentir en sécurité, le besoin de se sentir protégée. Donc ça fait partie des besoins qu'elle a. Elle en a peut-être pas conscience d'ailleurs, mais en même temps, ces besoins-là peuvent, Mmh. par exemple, prendre le pas sur le fait que, en fait, elle a pas de désir sexuel ou d'attirance physique envers cette personne. Mais cette personne, elle remplit, la case, enfin, elle coche les cases de ce besoin de sécurité. Mais par contre, le désir qui est plus relié, au corps, à l'attraction physique n'est peut-être pas présent. Ou inversement, on peut avoir une femme qui est très attirée par un homme et qui a, le désir, de connexion physique avec lui. Mais par contre, hem, en fait, elle a des besoins de sécurité, mais elle ne les écoute pas et en fait, cette personne-là peut être, par exemple, très toxique, peut la mettre en danger, dans sa vie ou ne pas remplir, les besoins qu'elle a de sécurité et au contraire, finalement, la malmener quelque part. Mais par contre, son désir de lui est présent. Je fais exprès de prendre des exemples très excessifs. C'est trop parlant et c'est vrai que quand on écoute notamment les speakers américains, il y a beaucoup cette idée que le désir, ce serait l'écho de nos blessures. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et en fait, on va répéter des schémas parce qu'on les a pas mis en lumière. Et donc, on est guidé par ça, par des pulsions, par des désirs qui sont de l'ordre de, finalement, c'est ce que je connais, c'est ce qui quelque part me rassure, même si c'est pas être rassuré dans nos besoins fondamentaux, mais rassure parce que c'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui est de l'ordre de, ça fait partie de ce que je pense
être un couple, ce que je pense être une relation, ce que je pense être Mmh. la vie. Et en fait, du coup, c'est guidé beaucoup par des croyances qui sont inconscientes, qui sont vraiment qui font partie de processus inconscients. Donc finalement, si on ne se connaît pas, ben on va être guidé par ça. Et d'où l'intérêt souvent de faire quand on n'arrive pas à le faire par soi-même, d'être accompagné par un thérapeute pour ça, pour pouvoir amener de la lumière dans ces parties inconscientes et ne plus finalement être guidé par ces pulsions, par ces schémas qui nous amènent souvent à faire des choix qui finalement on n'a pas prise sur ces choix-là. On les fait parce qu'en fait on a une sorte de programmation. Ce qui va nous permettre justement de sortir de ces programmations-là, Mmh. bah, c'est de pouvoir avoir une meilleure conscience de ce qui se passe en nous. Et là, on va être un petit peu plus libre, moins conditionné. Quand tu parlais d'un côté du besoin et de l'autre côté du désir, ça veut dire que nos schémas, ils se nichent à la fois dans les besoins Tout à et à la fait. fois dans les Tout à fait. désirs, en Et fait. parfois, ce qui va prendre le pas, c'est plus le désir, plus que nos besoins. Et moi, je prends souvent le parallèle avec la pyramide de Maslow parce que pour moi, déjà, la première chose qu'on doit faire, c'est combler nos besoins de sécurité, nos besoins fondamentaux. Et si on n'arrive pas à le faire par nous-mêmes, en fait, et qu'on fait une mauvaise rencontre, on risque, finalement d'avoir plutôt on n'a pas le socle pour se sentir bien dans sa vie. La première chose, c'est de pouvoir combler ces choses-là, de l'ordre du besoin de sécurité, le besoin de se sentir, hem, comment dire? Apaisé, le besoin de alors, on parle de besoins fondamentaux, mais on parle aussi de limites. C'est-à-dire que parfois j'ai pas conscience de mes limites, que par exemple, une personne, va elle avoir envie de moi, va avoir envie d'avoir un rapport sexuel avec moi et en fait, je peux très bien ne pas m'écouter et me dire: «Bon, bah, si elle a envie de moi, c'est que c'est, bon pour moi». Donc je vais, finalement écouter le besoin de l'autre parce que pour moi, le besoin de l'autre va peut-être être plus important à ce moment-là par rapport à mes besoins à moi. Donc si je ne me connais pas, bah, finalement, je vais peut-être écouter ce que l'autre veut plutôt que ce que moi je veux. Si je viens pas être à l'écoute de ce qui, moi, peut être important, et beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes dans leur vie, finalement, ont toujours été guidées par le fait de Mmh. écouter ce que l'autre a besoin. Par générosité peut-être, par construction qui est liée peut-être à Mmh. l'éducation, par peut-être aussi un schéma qui est lié plutôt à notre animalité, le besoin de protéger, le besoin d'être à l'écoute de l'autre. Donc, se relie beaucoup à la maternité aussi, le besoin de prendre soin de quelqu'un. Mais si j'écoute toujours ce que l'autre a besoin et que je suis pas en Mmh. capacité d'écouter mes besoins, à un moment donné, ben, je vais m'oublier. À un moment donné, bah, je ne vais pas savoir faire le tri entre ce qui est bon pour moi et finalement ce qui est de l'ordre de, j'essaye de faire plaisir à l'autre parce que ça me fait plaisir aussi de faire plaisir à l'autre. Tu vois, il y a beaucoup de choses en fait qui sont interreliées. Ouais. C'est vrai que post-MeToo, c'est une réflexion que moi je me suis faite sur la question du consentement. C'est-à-dire qu'il y a le consentement dans la dimension de d'exprimer à l'autre un non, et il y a le consentement dans la dimension de savoir à l'intérieur de soi-même si on est pleinement en accord avec ce qu'on fait. Et effectivement, ces femmes que tu décris, même au-delà du domaine sexuel, on peut voir des femmes répondre aux besoins des autres, être beaucoup dans l'empathie, dans le don de soi, et ne pas écouter leurs limites. Euh, et du coup, je trouve que cette écoute de soi, elle participe pleinement. Tout à fait. Et là, on parle des femmes, mais il y a des hommes qui le vivent aussi. Et c'est vraiment en fait quelque part ce qui va amener de la qualité dans une relation, c'est d'être en capacité d'être bah, c'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses limites, écouter ses besoins, pour pouvoir savoir si finalement au moment où je partage quelque chose avec quelqu'un, c'est OK pour moi. Et de la même manière, savoir écouter les besoins et les limites de l'autre. Et en fait, c'est comme ça que chacun arrive à finalement rentrer vraiment en relation et pas être dans des schémas soit égoïstes ou des schémas je me laisse piétiner, c'est l'autre avant moi. Et c'est là où on est à pied d'égalité en fait et que on n'est pas dans, je mets l'autre sur un piédestal ou
où, bah, moi je m'oublie et en effet, il y a eu cette période qui a un petit peu rebattu les cartes et je trouve qu'aujourd'hui, et c'est chouette pour ça, beaucoup plus de femmes écoutent ça, écoutent leurs besoins, leurs limites ou en tout cas font ce cheminement-là et moi je le vois en consultation, beaucoup plus de femmes ont envie justement, bah, que les choses s'équilibrent. Et du coup, est-ce que tu trouves que le désir des femmes, bah là, tu décris le fait qu'il évolue avec la période qu'on vit. Est-ce que tu trouves qu'il évolue au cours de leur vie? Est-ce que tu vois des problématiques différentes, un rapport au désir qui est différent Oui, selon l'âge ou les phases oui. de vie ou les Oui, expériences? j'ai remarqué une chose, bon c'est ma lecture, hein. J'ai l'impression et c'est quelque chose qui me semble aussi évident. De 20 à 30 ans, on est plus dans de l'ordre de l'expérimentation parce qu'on apprend à se connaître. On se connaît pas encore. On est beaucoup, comment dire? Formatés par nos croyances et par, nos schémas qui sont liés, bah, à notre système éducatif, à nos premières expériences et et en fait, je trouve qu'à partir de 30 ans, il commence à y avoir une bascule. C'est-à-dire que de 30 à 40 ans, il y a cette envie d'arrêter de finalement de subir, ces schémas ou ces programmations et de tout déconstruire finalement pour créer quelque chose de nouveau. Où on est plus libre, où, on se sent plus créatif finalement face à aux expériences de la vie. Donc on est plus, dans une période où on a envie un peu plus de liberté et surtout, bah, de pas reproduire les erreurs. Et ensuite, bah, j'ai l'impression que ça s'approfondit après. C'est une généralité, hein, mais j'ai l'impression que ça s'approfondit, après 40 ans et qu'on est encore plus libre de toutes ces injonctions, de tous ces schémas, et en fait, il y a un processus qui se fait où on essaye avec le temps, bah, finalement, d'être plus épanoui, d'être plus heureux et de se libérer de ce qui finalement n'a pas fonctionné. Et en même temps, je pense que, la vie, elle est faite comme ça, c'est-à-dire qu'on fait des expériences qui sont plutôt heureuses ou malheureuses, c'est pas noir ou blanc. En tout cas, on apprend de nos expériences et si on n'apprend pas, bah, finalement la vie nous amène d'autres expériences qui nous apprennent, peut-être, à regarder, des points qui nous semblaient pas évidents auparavant. Parce qu'on peut se retrouver, par exemple, à vivre, toujours le même type de relation. Parce qu'on n'a pas conscience, en fait, qu'on est programmé par, certains types de schémas. Et en fait, au bout d'un moment, tant qu'on n'a pas compris, bah, en fait, les choses se répètent. Et la chaîne se brise à partir du moment où justement on met en lumière tout ce qui se passe en nous. Et là, à partir de là, nos choix, ils peuvent être différents. Donc finalement, il y a toujours ce côté j'expérimente, j'apprends à me connaître et j'essaye de mettre plus en lumière ce qui se passe dans mon inconscient. Ah, c'est vrai que j'ai eu le témoignage d'une amie qui a fait ce travail thérapeutique par rapport à un traumatisme qu'elle avait vécu dans l'enfance. Très concrètement, c'était de la pédophilie. Du moment où, en plus, elle a une mémoire traumatique, aucun souvenir de cet épisode-là. Et du moment où elle a fait ce travail-là, elle a eu le sentiment que son bassin s'ouvrait, se libérait et s'est vraiment reconnectée à son désir à ce moment-là. Est-ce que ça, c'est des expériences que te témoignent bah, tes clientes? Est-ce que voilà, c'est quelque chose Oui, très souvent. Il y a un rapport au corps, en fait, c'est assez fou parce que c'est là où on se rend compte que le corps, c'est juste le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et plus on va, finalement, penser nos blessures, délier des choses, qui sont reliées à notre passé ou même parfois au transgénérationnel, à ce qu'ont vécu, nos mères, nos grands-mères, plus on va délier tout ça et plus finalement notre corps, il va se rallumer. Moi, je donne souvent cette image comme si, en fait, notre corps, il était fait de plein de lumière éteinte ou allumée d'ailleurs et qu'en fait, plus on va, mettre, de la conscience sur ce qui se passe en nous ou sur, notre rapport à notre corps et plus on va allumer ces lumières et ça va amener des réveils, de zones de corps qu'on avait l'impression presque endormies et le bassin, c'est très souvent. C'est le siège de notre féminité et souvent, en fait, chez les femmes, il y a beaucoup de tension, Mmh. il y a beaucoup de comment dire? De verrouillage et plus on va se libérer, dans notre histoire ou, dans l'histoire qu'ont vécu,
les femmes avant nous, et plus du coup on va réveiller aussi cette partie-là de nous, et la réveiller, et puis se rendre compte qu'en fait cette partie-là elle est très vivante et elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Ça peut être même très perturbant parce qu'en fait, alors il y a des pratiques aussi physiques qui permettent de réveiller ça, mais c'est vraiment corrélé entre ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre esprit, ce qui se passe dans notre cœur et ce qui se passe au niveau de notre bassin, au niveau de notre corps aussi. Et donc en fait, plus on va faire des ponts entre toutes ces parties-là, et plus du coup, on va pouvoir vivre des expériences corporelles qui sont très jouissives. Et ça se rencontre dans notre vie intime et dans notre sexualité aussi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que on peut aussi se poser la question parce qu'on peut imaginer que le désir, ça part du cerveau et ça va dans le corps. Est-ce que tu crois que le corps porte en lui une mémoire transgénérationnelle ou traumatique ou pas traumatique, ou au contraire aussi d'expériences positives? Enfin, tu vois, d'où ça vient en fait? Est-ce que ça vient du corps? Est-ce que ça vient de la tête? Et, et voilà, ce travail thérapeutique, c'est libérer des choses psychologiques. Mais est-ce qu'en libérant pas des choses dans le corps, on libère aussi des... Un peu tout ça, et c'est chouette que tu poses cette question parce qu'en fait, moi je le vois dans mes accompagnements, on travaille d'une manière globale, c'est-à-dire qu'on peut pas décorréler une chose de l'autre. Le désir, la manière dont il naît, il peut y avoir l'aspect psychologique, l'aspect cérébral. Ça fait partie aussi du désir. Mais le désir peut venir du corps, parce qu'en effet, le corps, il a une mémoire. Ça, c'est quelque chose qui a été découvert. Je suis pas scientifique, mais c'est des découvertes qui ont été faites. On est fait de cellules, et nos cellules ont une mémoire. Donc, ces cellules-là, elles ont besoin aussi de se sentir vivantes, et quand on va faire plaisir à son corps, amener du plaisir corporel, notre corps le mémorise. Donc, plus on va faire plaisir à notre corps, plus on va lui donner, on va dire, de la nourriture plaisante. Et la nourriture plaisante, ça peut être juste des caresses, des massages. Bien sûr qu'on a des zones aussi innervées au niveau du sexe, au niveau de la poitrine, au niveau des lèvres, c'est les zones les plus innervées du corps. Plus on va justement combler ces parties-là, plus le cerveau le retient. Mais ça passe pas que par le cerveau, ça passe aussi par les cellules de notre corps. Et donc en fait, déjà il y a ça. Donc plus on va mémoriser finalement quelque chose de plaisant au travers du corps, et plus le corps va réclamer ça d'une manière très instinctive. Donc ça, c'est une porte pour éveiller le désir chez soi, par le corps. L'autre porte, en effet, ça va être par le cerveau, en peut-être travaillant son imaginaire. Alors là, moi, je parle d'imaginaire érotique, mais ça peut être le désir, ça peut être autre chose que de la sexualité. Ça peut être juste se construire des images et imaginer des choses plaisantes. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Donc à partir du moment où on comprend ça, on se rend compte du pouvoir de notre imagination. Alors bien sûr, plus je vais imaginer des choses qui sont agréables pour moi à vivre, et plus je vais nourrir aussi mon cerveau de ce côté-là. Et puis, moi j'aime parler du cœur parce qu'en fait, il y a les émotions aussi, les émotions qu'on vit. Plus je vais vivre des émotions qui sont plaisantes, et plus du coup, je vais avoir envie d'animer ça chez moi aussi. Et ça fait partie de notre expérience de vie aussi. Et plus je vais sentir des choses bénéfiques avec quelqu'un, et plus ça va me faire du bien, et plus je vais avoir envie de me connecter à l'autre de cette manière-là. Donc en fait, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont corrélées, et en fait, c'est pas il y a ça et je m'arrête qu'à ça. Il y a des gens qui utilisent leur désir que d'une manière imaginative, et qui restent là-dessus, et qui ne vont pas vers le corps, et qui ne vont pas vers le cœur. C'est leur expérience. Mais on peut aussi avoir on va dire, du plaisir, et faire naître le désir juste au travers du corps, et éviter d'utiliser sa fonction imaginaire, sa fonction émotionnelle. Et en fait, moi, j'aime à dire que plus vous ouvrez des portes, plus on vient nourrir ce qui se passe au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du corps, et plus on a de chances finalement de vivre toutes les couleurs de ce que la vie nous permet de vivre, d'enrichir sa palette du plaisir et du désir. Et donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut animer au travers de ces trois. Enfin, si je pouvais résumer en trois parties, même si on pourrait peut-être en trouver d'autres.
C'est vrai que ce que tu dis, moi, ça me fait immédiatement penser à l'accouchement et à quel point, en fait, au moment de l'accouchement, les trois sont immédiatement corrélés. Le fait de sentir son enfant passer, donc il y a vraiment cette dimension corporelle et pas qu'un peu, qui permet justement la libération d'ocytocine. Et c'est le problème quand les femmes césarisées, c'est que du coup, la libération d'ocytocine ne se fait pas de la même façon et pas avec la même intensité. Et cette ocytocine permet l'attachement avec l'enfant, donc la dimension émotionnelle et la dimension psychologique, qui est le fait de prendre conscience qu'on devient mère. Et en fait, je me dis que c'est assez fou comme à ce moment-là de notre vie, tout est aligné, tout est relié et tout est absolument nécessaire d'être relié. Et comme quand on conçoit le désir, on peut imaginer qu'on va mettre les choses dans des cases. Penser par exemple, comme ce que tu disais au départ, considérer le désir seul, hein, l'attraction sexuelle seule, en se coupant du reste, ou penser le besoin émotionnel, psychologique ou émotionnel seul, et qu'en fait, finalement, à ce moment-là de notre vie, l'expérience, elle est intense parce que les trois sont reliés. En effet, là, tu parles des hormones et les hormones jouent énormément dans ce qui se passe en relation à l'autre. Et que ce soit la avec son enfant, la relation amoureuse. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, et il y en a d'autres qui viennent jouer sur notre rapport à l'autre. La tête, le cœur et le corps, finalement, sont un ensemble. Et oui, c'est une manière en fait de pouvoir mieux comprendre, mieux analyser, mais en soi, on pourrait très bien ne pas aller jusqu'à cette analyse et simplement vivre les choses. Et du coup, tu disais qu'il y avait des pratiques qui permettaient de partir du corps. Est-ce que tu peux nous dire? Alors, alors déjà, moi, c'est vrai que je j'incite beaucoup à regarder déjà dans le quotidien comment on se comporte vis-à-vis de son corps. Est-ce que on est toujours dans la tête, dans ses pensées, ou est-ce que ça nous arrive de prendre un temps pour vérifier si on respire bien, pour vérifier comment on est dans notre bassin? Rien que simplement d'habiter son corps. Parce que souvent, quand on le fait, on se rend compte que finalement, il y a de la tension. Et la première chose à faire, finalement, c'est d'amener de la détente. Parce que c'est normal par moment d'être en tension par rapport à ce qu'on vit, par rapport à, voilà, à son travail, par rapport à ce qui se passe dans notre quotidien. Le truc, c'est que si la tension, elle est tout le temps présente, on peut pas se sentir bien finalement dans son corps, dans notre rapport à l'autre. La première chose à faire, c'est de respirer. C'est de se détendre par moments, juste à des moments clés dans la journée, pour que la constante ne soit pas d'être toujours en tension. Il y a beaucoup de femmes, je l'observe beaucoup de femmes qui ont un, un manque de sécurité intérieure lié à leur histoire. Et en fait, elles ne se rendent pas compte que dans le quotidien, finalement, elles sont tout le temps en tension. Ce qui amène souvent aussi des tensions au niveau du périnée, et bon, ce qui peut amener du coup beaucoup de problèmes liés par exemple, à des douleurs aussi pendant les rapports. Mais je vais, je vais pas aller trop loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que notre sécurité intérieure, si elle n'est pas présente, ça peut avoir de l'impact sur notre rapport à notre corps. Et finalement, on peut aussi jouer sur cette sécurité intérieure en ayant surtout cette conscience du corps. Cette conscience, comment mon corps il est au quotidien, comment je suis par rapport avec lui. Est-ce que je respire? Est-ce que je suis vraiment dans mon bassin? Est-ce que je peux prendre une respiration un petit peu plus profonde pour me détendre? Donc ça, c'est la première chose pour moi, qui me paraît être un basique. Et la deuxième, c'est plus des pratiques corporelles où je vais mettre plus de présence et d'amour, plus de conscience dans mon corps. Alors ça peut être des pratiques aussi avec l'écriture. Moi, j'utilise beaucoup l'écriture parce que on va écrire d'une manière symbolique pour parler finalement à l'inconscient. Donc, je vais pas détailler parce que ça va faire trop, mais par contre, il peut y avoir aussi des pratiques corporelles où je vais avoir des intentions particulières, c'est-à-dire je vais masser mon corps d'une certaine manière pour pouvoir envoyer des messages à mon cerveau, comme quoi je suis capable de me prendre en charge, je suis capable de m'apporter de l'amour, je suis capable de vivre le plaisir au travers de mon corps. Ce qui va me permettre après d'avoir une facilité aussi dans mon rapport à l'autre, à être dans cette intention d'amour, de détente, de plaisir.
et ça doit passer par moi. Parce que si j'attends toujours que ce soit l'autre qui m'apporte ça, bah, finalement, déjà, je vais être dépendante à l'autre et en plus de ça, bah, l'autre, il peut pas savoir ce dont on a besoin exactement. Ça doit passer déjà par nous. Le plaisir, le désir doit déjà passer par nous. Et alors, je rebondis sur une chose parce que souvent, en fait, quand on rencontre quelqu'un, il y a ce besoin de séduction, ce besoin de plaire à l'autre et ce rapport à la séduction, ce rapport au fait de d'avoir envie de se connecter à l'autre, bah, nous fait et puis il y a des hormones aussi qui nous amènent dans un schéma où, en fait, on est dans quelque chose de très excitant, quelque chose qui ravive notre désir de vivre. On ressent peut-être de l'amour ou en tout cas des sentiments amoureux et ça nous anime. Le truc, c'est que quand on a passé cette période-là, en fait, on est plus animé par ce qui est excitant. On se retrouve dans le quotidien et si par nous-mêmes, on n'a pas connecté à nos désirs, corporels, à notre plaisir corporel, si on n'a pas connecté ça vis-à-vis de nous, en fait, il y a plus de désir pour l'autre parce qu'il y a plus l'excitation des débuts et en fait, doit ensuite prendre le relais, ce désir qu'on a en nous-mêmes, ce désir de justement de vivre au travers de notre corps le plaisir. C'est qu'en fait, si ça passe pas par nous, à un moment donné, en fait, il y a rien qui prend le relais et ça doit pas être toujours l'autre qui active ça chez nous et en fait, c'est ce qu'on vit avec j'accompagne, c'est qu'en fait, Et souvent, dans les elles ont trop compté sur l'autre pour activer ça mmh, et elles ont pas compris qu'en fait, il faut que ça passe par elles-mêmes pour que ça puisse ouais. durer dans le temps. Alors moi, par rapport à ça, j'ai entendu, un peu, 2 discours. Le 1er, c'est le discours qui tourne autour de l'énergie féminine et que les femmes sont dans la réception et qu'elles ne se connaissent pas, elles se découvrent finalement grâce à l'extérieur. Et l'autre, c'est aussi des femmes qui sont coupées de leurs désirs, qui n'assument pas leurs désirs et ça va venir justement, comme tu le décris bien, à la quarantaine, quand, finalement elles se sont un peu libérées des injonctions, et finalement elles sont moins dans le «je dois» et plus dans l'écoute d'elles-mêmes. Est-ce que, tu trouves des patterns un petit peu communs chez les femmes qui ont cette difficulté à être à l'écoute de leurs désirs à un certain stade de leur vie. Et qu'est-ce que tu penses de cette idée de la réception Alors, je vais parler d'abord de ce côté, femme, qui est dans la réception, qui est dans sa féminité, ces images-là qu'on a. Hem Oui, clairement, on peut être une femme qui est, toujours dans cette réception, qui se laisse guider par l'autre et qui est, la femme qui accueille. Le truc, c'est qu'il y a pas de bien ou pas bien, mais le truc, c'est que finalement, la femme, elle peut être aussi dans l'action. Elle peut être aussi celle, qui, qui initie l'autre. Il y a pas de, comment dire, je pense de choses toutes faites. Moi, je pense que ce qui est le mieux, c'est de pouvoir, hem, intégrer toutes ces parties-là en nous. On dit souvent aux hommes qu'il faut qu'ils aillent connecter aussi avec leur part, féminine. Je pense que les femmes aussi, elles doivent connecter avec leur part masculine. On a plusieurs énergies en nous. Que l'idée, c'est peut-être de les équilibrer. Une femme, en effet, qui a tendance à être beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans l'action, à quel moment elle est dans sa réception? Et une femme qui est, toujours dans la réception, à quel moment, à un moment donné, elle peut être, celle qui initie l'autre? Heu, je pense que, bien sûr, on a tendance à être peut-être tout l'un ou tout l'autre, mais je pense que le mieux, c'est de pouvoir toucher à toutes ces parties-là en nous, Mmh. pour pouvoir vivre une relation équilibrée. Mais encore une fois, c'est pas grave si, on est plutôt une femme réceptive et une femme qui suit l'autre. Si on est très heureuse comme ça, c'est très bien. Comme c'est très bien si on est une femme qui est plus dans l'action et qui est plutôt dans le contrôle, si on est heureuse comme ça. Moi, je pense que ce qui finalement va vers l'épanouissement, mais c'est mon avis, c'est de pouvoir connecter à toutes ces parties-là de nous, et voir qu'en fait on peut, changer, bouger et en même temps, pardon, laisser la place, à l'autre pour être aussi toutes ces facettes-là. Hem, ensuite, par rapport, à ce que tu disais, oui, c'est vrai que les femmes, à partir de 40 ans, souvent, en fait, elles laissent de côté les injonctions, elles essayent de se libérer plus et de vivre, on va dire, les choses selon leurs plaisirs et leurs désirs. Mais ce que j'ai remarqué, en effet, ce qui revient souvent,
c'est que les femmes qui arrivent à accéder à ça, c'est des femmes qui arrivent à se faire plaisir par elles-mêmes. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui, dans l'accompagnement, n'ont plus de désir pour l'autre alors qu'elles en ont eu dans ce que je disais, les phases de séduction et qu'après elles n'en ont plus parce qu'en fait, elles ne se sont jamais fait plaisir toutes seules. Elles ne voient pas l'intérêt. Elles ne savent même pas comment, se faire plaisir toutes seules et en fait, tant qu'elles n'ont pas connecté à ça et c'est souvent le cas, mais en fait, elles ont du mal à connecter à leur part désirante. Elles n'ont pas, justement développé ces facultés qu'elles ont et les femmes qui justement et j'ai des femmes, c'est à 50, 60 ans, elles reconnectent avec des pratiques, qui sont de l'ordre de massage par exemple de la vulve, au niveau du vagin et juste en se connectant, sans chercher forcément à s'exciter, en fait, elles réveillent ces parties-là de leur corps et elles voient en fait qu'il y a de la vie là. Sauf que souvent, en fait, il y a peut-être cette injonction où parce qu'elles se caressent, il faut qu'elles aient tout de suite du plaisir ou de l'excitation. Mais non, ça doit passer déjà par un toucher bienveillant, avec de l'amour, avec de la conscience, d'aller réveiller ces parties-là de leur corps, qui ont juste besoin de leurs soins. Donc déjà, voilà, il y a tout un processus pour finalement faire renaître des choses en soi, ou éveiller des choses qui n'ont jamais été éveillées dans son corps, qui ont peut-être été éveillées par l'autre, mais par contre, une fois qu'il y a plus l'autre, il reste quoi? Une fois que l'autre n'éveille plus ce côté, très excitant du début, il reste quoi? Ben, ça doit passer par nous et ça doit passer par notre rapport à notre corps. Si on est dur vis-à-vis de notre corps, si on est, toujours dans le reproche vis-à-vis de notre corps, si on a un discours intérieur envers notre corps qui est quelque chose de l'ordre des injonctions, où on est, toujours en train d'avoir une vision négative de son corps, finalement, quel message on envoie au corps et comment le corps, du coup, va répondre à ça? Moi, je donne souvent l'image de comment on traite un petit enfant. Un enfant, si on le comble, si on lui donne, des habits, des beaux habits, si on le nourrit correctement, si on lui donne des compliments, si, finalement on lui donne de l'amour, l'enfant, il a tout ce qu'il veut. Comment il répond à ça, l'enfant? Bah, l'enfant, il se sent bien, il se sent heureux, il se sent épanoui, il a juste envie de jouer. Le corps, c'est un petit peu pareil, finalement. Si on lui donne des soins, et si on lui procure des soins, bah, le corps, il a juste envie de jouer, il a juste envie d'être heureux. Par contre, s'il y a un enfant, on le maltraite. Si on lui, si on l'insulte, si on lui dit des choses mauvaises, si on le nourrit pas bien, si on l'habille pas bien, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'enfant, il va être triste. L'enfant, souvent, il va se cacher, il va pas prendre sa place. On dire, il va sûrement pas s'exprimer ou en tout cas, il va avoir peur de s'exprimer. Et là, il peut pas être heureux, l'enfant, comme ça. Et donc, le corps, pour moi, c'est pareil. Bah, le corps, il peut pas prendre sa place. Il peut pas être heureux. Il peut pas se sentir aimé si on n'a pas, on va dire, un comportement vis-à-vis de lui qui est bienveillant. Et j'utilise souvent cette image parce qu'en plus, les femmes, elles sont très réceptives à comment on traite un enfant et et souvent, enfin, je l'ai déjà, expérimenté, lors d'une conférence, interactive où je demandais aux femmes d'imaginer comment elles se traitaient et de faire cette corrélation avec, un enfant et il y avait des femmes qui avaient beaucoup d'émotions, des larmes qui montaient parce elles s'étaient pas rendues compte comment elles se maltraitaient au quotidien. Oui, ouais. C'est vrai que moi, je pense en particulier aux mères où on voit en fait qu'avec la charge mentale et la charge tout court qu'elles ont dans leur rythme de vie qui est quand même très conjoncturel en fait, hein. Euh, le simple fait de s'arrêter pour passer une crème sur le corps, prendre une douche plus longue, faire un soin de beauté, euh, ça j'ai beaucoup apprécié dans tes épisodes, tu en parles beaucoup, d'être dans cette connexion au corps, on le perd complètement en fait, on est dans une course perpétuelle et du coup effectivement il y a la place que pour le faire, la tête, le rationnel, tout ce qui est rattaché au masculin. Après, c'est des concepts, c'est des concepts, mais cette idée d'être dans la réception, d'être dans la connexion au corps, d'être dans la douceur vis-à-vis de soi-même, bah, ça disparaît complètement quand on a un rythme Tout à fait. Moi, j'ai des témoignages de femmes aussi qui ne savent pas, prendre plaisir aussi à ça, qui ne se passer de la crème, par exemple, sur le corps, l'idée de le faire,
n'est pas quelque chose qu'elle trouve d'agréable. Alors en soi, il y a des choses qui vont nous aider finalement, il y a des petits trucs qui vont nous aider à revenir au corps parce que pour certaines femmes, ça peut être très compliqué et donc en effet, on est dans des vies et surtout je trouve aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les écrans, on est encore plus dans nos têtes parce que on est dans le virtuel, dans l'imaginaire ou dans les projections plus que dans, Mmh. je respire, je suis dans mes sens, dans comment j'habite l'espace et finalement, pour autant, on se sent souvent mieux équilibré quand justement on a cette connexion au corps. Et pour autant, on arrive aujourd'hui dans une période, de vie où, le virtuel n'a jamais pris autant de place. Et je pense que si on perd cette connexion au corps, on va perdre énormément en épanouissement et en en désir de vie. Est-ce que tu peux donner un exemple d'une femme dans tes accompagnements qui t'aurait marqué en termes de révélation à soi, de réveil à son désir, à son corps, comme cette femme de 60 ans dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que tu as eu t'as vu des femmes Je t'avoue que j'ai de la comme chance ça? parce que je suis témoin très très régulièrement de ce type de choses. Donc il y en a pas une en soi qui m'a marquée. Il y a plusieurs histoires qui me marquent parce que alors il y a des femmes qui vont mettre peut-être plus de temps et d'autres ça va être très fulgurant, très rapide. En 2 mois, elles vont avoir un rapport au corps, rapport au désir qui aura énormément changé. Et en effet, il y a pas d'âge en plus. Et d'autres, ça va être un petit peu plus de temps. Et puis à un moment donné, il va y avoir des déclics. Donc en soi, je vais pas. Mais bon, j'ai des belles histoires. C'est vrai, j'ai eu une histoire. Alors je ne donne pas de nom hein, parce que je suis tenue au secret. Mais j'avais une femme qui m'avait dit, voilà, j'ai un compagnon et j'ai jamais eu d'orgasme. Et mon compagnon m'a dit qu'au moment où il arrivera à me faire vivre des orgasmes, on pourra se marier. Ou c'était elle qui lui avait dit ça. Je crois que c'était elle qui lui avait dit ça. On pourra se marier si tu arrives à me faire vivre des orgasmes. Et elle était venue me voir, enfin, elle y croyait même pas trop en fait. Et je crois que c'était 4-5 mois après, elle m'a dit, normalement mon accompagnement dure à peu près 6 mois. Mais au bout de 4-5 mois déjà, elle est venue et elle m'a dit bon, elle m'a montré ses mains avec la bague, elle m'a dit: «Bon, ça y est, j'arrive à avoir des orgasmes avec lui, j'arrive à lâcher prise, j'arrive à me laisser aller, je me sens bien dans mon corps, j'ai du désir, j'ai du plaisir» et du coup, mon partenaire m'a demandé en mariage et ça m'avait marquée parce que je me suis dit: «Waouh, c'est génial ce que finalement en quelques mois on arrive à faire» et je trouvais que c'était beau comme histoire, voilà. Mais autrement, franchement, j'ai de la chance parce que j'ai toujours, des beaux témoignages comme ça et c'est génial de voir des femmes s'ouvrir à ce point-là et puis de juste en quelques mois ou quelques semaines, finalement, se rendre compte de tout le potentiel et toute, l'énergie de vie qu'elles ont en elles et finalement ça passe par, un travail qui peut être très fulgurant, mais un travail de connaissance de soi, de conscience de tout ce qu'il y a en soi et puis, laisser ça émerger. Et en suivant ton raisonnement d'aller vers cette conscience de soi, le travail sur soi, d'aller vers cette écoute de son corps, une fois que ce travail-là est fait, est-ce que tu penses qu'écouter son corps est un bon indicateur dans le choix d'un partenaire? Forcément et comme je te le disais, au début, c'est qu'il y a notre tête, notre cœur et notre corps et des fois, on peut avoir énormément de désir pour quelqu'un et sentir notre corps, l'appeler et pour autant, cette personne-là peut ne pas nous faire du bien. Alors peut-être sexuellement, oui. En soi, moi, je pense que le choix d'un partenaire se fait par ces 3 choses-là. C'est d'écouter autant sa tête, c'est-à-dire sa tête, ça va plus être: «Est-ce que cette personne-là a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que cette personne-là regarde dans le même sens que moi? Est-ce qu'on a des points communs intellectuels? Est-ce que, cette personne-là, finalement me donne des bons signaux qui va faire que ça dépend ce qu'on recherche, mais si on cherche une relation sur, la longue durée, il vaut mieux écouter aussi la tête, quoi et donc les valeurs, la connexion intellectuelle.
Ensuite, il va y avoir les émotions. Est-ce que cette personne-là arrive à me faire ressentir des émotions qui sont positives? Et là aussi, si on n'écoute que les émotions, parce qu'il y a des personnes, du coup, qui vont nous faire vivre des montagnes russes émotionnelles. Et le truc, c'est qu'on s'attache aussi. Même si c'est des montagnes russes, plus on vit des émotions avec une personne et plus on s'attache. Parce que il y a les hormones qui rentrent en ligne de compte. Et donc, du coup, des fois, c'est inconscient, mais on va s'attacher à des personnes qui vont nous faire vivre des choses émotionnelles fortes et qui peuvent être toxiques. Donc, faire attention à ça. Est-ce que émotionnellement, cette personne-là, elle me fait vivre des bonnes choses, des belles choses? Alors, oui, c'est pas toujours tout rose dans une relation, mais déjà, est-ce qu'il y a un certain socle qui est là? Et ensuite, bah oui, est-ce que je ressens du désir? Est-ce que cette personne-là elle fait naître en moi du désir sexuel? Mais encore une fois, faire attention à ça parce que des fois, si on a on va dire, un corps qui a été un peu éteint pendant un certain temps et qu'il y a une personne qui nous fait vivre une attraction physique importante, on peut se laisser un petit peu berner par ça et en fait se rendre compte que cette personne-là, elle va peut-être pas correspondre avec un partenaire avec qui je peux me projeter. Donc oui, si j'ai envie de vivre quelque chose de très fulgurant et une connexion physique et puis que ça va pas durer et que je suis OK avec ça, ouais, on peut écouter son corps et son désir sexuel, mais ça ne peut pas être que ça. Ça voudrait dire sinon qu'on n'écoute que ses pulsions, que son côté animal et qu'on n'écoute pas son côté cérébral, humain, où on a besoin de se sentir sécurisé avec quelqu'un, où on a besoin que cette personne-là, elle puisse correspondre à ce qu'on a comme vision de la vie en couple. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand même, hein. Et à contrario, dans l'autre sens, euh, que penses-tu quand du corps qui dit non? Quand voilà, il peut y avoir des manifestations physiques d'un rejet de la relation, euh, par exemple le vaginisme ou des contractions, ou il y a un certain nombre de femmes qui témoignent quand même que après l'arrivée d'un enfant, elles perdent le désir. Et ça peut être lié à des douleurs liées à l'accouchement, comme ça peut être lié aussi au baby clash qui est quand même assez prépondérant. Et cette faille qui se crée entre les deux partenaires, euh, qu'est-ce que tu penses de justement de ce corps qui parfois se ferme à la relation? Ça veut dire que le corps a quelque chose à dire, en effet. Après, c'est là où il faut pouvoir se connaître ou être peut-être accompagné, je trouve, parce que parfois on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en nous et parfois ce n'est pas relié à l'autre. Ça peut être lié, comme tu dis, à une expérience qu'on a eue. J'ai eu des femmes, c'était parce que elles avaient des mycoses ou des cystites à répétition et en fait, du coup, elles avaient pas envie de prendre le risque de revivre une situation problématique au niveau du corps mais après ça peut revenir. Enfin moi j'ai eu des super histoires comme ça où des femmes avaient eu un peu des traversées du désert vis-à-vis de leur rapport intime parce que le corps s'était complètement fermé et beaucoup de blessures vis-à-vis de ce qui avait été vécu. Et en fait, petit à petit, ça peut revenir parce qu'il y a tout un travail qui se fait et qui peut faire que c'est plus facile de se reconnecter à l'autre et de s'ouvrir à l'autre sexuellement. Mais en effet, c'est bien de pouvoir faire le tri parce que des fois, il peut y avoir plusieurs choses qui sont corrélées. Et c'est pas toujours évident de savoir à quel point, parce que moi j'ai eu des femmes où, voilà, il y a eu, une expérience traumatique vis-à-vis du corps, mais finalement, elles croient que c'est ça qui vient, perturber, leur intimité, mais finalement, on se rend compte que finalement, c'est autre chose. Que ça peut être le deuil de simplement, le corps, qui a changé et accepter que, finalement, c'est un nouveau corps qu'on a. Parce que finalement, le corps d'une femme, il change aussi au travers du temps, donc ça peut être aussi ça. Comme ça peut être, le fait que, à un moment donné, il y a une blessure du passé qui est liée à autre chose, qui s'est réouverte et qui, a besoin d'être juste apaisée. Et donc, en soi, c'est très complexe et ça demande, je pense, à ce moment-là, de pas chercher à peut-être, à trop simplifier les choses ou à dire: «Ah, c'est comme si» ou c'est tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, en fait, il fallait juste prendre le temps quand même d'écouter.
le corps a quelque chose à dire, mais peut-être que c'est pas aussi évident qu'on le croit. Et là, en tout cas, c'est un signal que le corps sait quelque chose qu'on n'a peut-être pas mis en conscience. Donc voilà, comme ça peut être aussi quelque chose de très physique, on va dire, une contraction, inconsciente du corps, mais souvent ça passe par la tête parce qu'on a besoin d'être dans le contrôle, parce que possiblement on n'a pas assez de sécurité intérieure à ce moment-là. Il y a quelque chose que je vois souvent aussi, c'est que la femme, une fois elle est maman, il y a son rapport à la mort qui vient un petit peu la tarauder. Parce qu'en fait, quand on a un enfant, on se rend compte que, bah, finalement, il peut potentiellement à tout moment être en danger. Que, potentiellement, il peut qu'elle ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Et là, ça peut faire naître des angoisses de vie, des angoisses de mort. Et là, en fait, bah, ça peut être simplement ça qui a à travailler pour que le corps retrouve de l'apaisement. Mais en soi, ça va, tu vois? C'est pour ça que c'est complexe et que c'est pour ça que c'est important de prendre le temps, de pas, avoir, peut-être de conclusions trop hâtives et vraiment de sonder à l'intérieur de soi. Et l'accompagnement peut vraiment aider à ça. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si le corps se bloque, c'est intéressant d'aller explorer, d'aller essayer de comprendre pourquoi. Et pour le mot de la fin, alors comme le podcast s'appelle Rôle modèle, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi, à ton avis, le fait de faire ce travail-là, d'explorer son désir, de se connecter à son désir, c'est essentiel aussi pour les générations d'après, ses propres enfants, au niveau transgénérationnel. Parce qu'on est les premiers, je pense, modèles, nos enfants, quand ils ouvrent les yeux, surtout de 0 à 7 ans, ils s'imprègnent de tout. C'est inconscient, mais s'ils ressentent que, leurs parents, ont des blocages, s'ils ressentent que le rapport au corps est problématique, que la relation à l'autre est problématique, ben, en fait, on est des éponges. On ressent tout quand on et plus on va libérer ça et plus les générations qui vont suivre et plus elles vont être, plus à l'aise avec le corps, plus à l'aise avec le désir, plus à l'aise avec la frustration. Et en fait, on est les premières personnes que nos enfants, miment, que nos enfants voient, donc on a quelque part cette responsabilité-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir, alors avec internet, le virtuel a ses bienfaits. On a la chance d'avoir accès à beaucoup de connaissances. Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas accès à toute cette connaissance. Aujourd'hui, c'est plus démocratisé aussi de faire un travail sur soi, d'aller voir un psychologue, un thérapeute, un sexothérapeute. Aujourd'hui, on a ces possibilités-là qui nous permettent vraiment, de donner des fondamentaux à nos enfants et d'être des gens plus épanouis pour nos enfants. Et donc je pense que, bah, oui, nos parents, nos grands-parents nous ont légué des choses et nous léguons des choses à nos enfants. Donc nous avons cette, responsabilité-là. Moi, j'ai beaucoup de femmes, en effet, qui font cette démarche de l'accompagnement parce qu'elles ont pas envie de transmettre à leur fille ou leur fils leurs propres blocages, leurs propres problématiques. Et je trouve que c'est magnifique Ouais. parce qu'en fait, ils ont envie de créer des générations qui vont être, en tout cas, un petit peu plus libres que nous, on l'a été, ou que nos parents l'ont été, ou que nos grands-parents l'ont été. Voilà, c'est clairement, Ouais. c'est, je trouve, une belle chose que de faire un travail sur soi et de moi, je le dis souvent, dans notre rapport à l'intime, dans notre rapport à la sexualité, dans notre rapport au désir, au plaisir, il y a beaucoup de choses. Il y a notre éducation, il y a les injonctions de la société, il y a nos expériences passées, il y a tout un tas de choses. Et plus on va mettre en lumière ça, plus on va avoir conscience là-dessus, plus on va se libérer de tout ça. Et donc, plus on donne à nos enfants cette capacité-là aussi de se libérer de tout ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a une citation que je trouve assez magnifique qui dit élever un enfant, c'est d'abord s'élever soi-même. Et ça résume assez bien ce que tu dis. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors merci de m'accueillir, merci de cette proposition. Ça me fait plaisir de pouvoir, parler, de désir et de rapport, au féminin, à la rencontre aussi. Alors moi, je suis sexothérapeute, ça fait à peu près 6 ans. J'accompagne des femmes, qui ont des problèmes qui sont liés au corps, au rapport, à l'autre, à l'intime, à la sexualité, au désir, au plaisir. Et bah, j'ai créé un parcours en ligne pour ces femmes, pour qu'elles puissent s'épanouir d'une manière globale.
Et j'accompagne aussi sur des initiations à l'œuvre de Yoni. Et j'ai créé un podcast qui s'appelle Un monde sous ma jupe. Et je suis aussi l'autrice d'une BD qui s'appelle Histoire d'elle, où c'est 5 histoires qui parlent de la sexualité des femmes, du rapport au corps, enfin voilà, tout ce que finalement, enfin tous ces sujets auxquels je suis sensible. Et là, actuellement, je travaille aussi sur une nouvelle BD. Voilà. Et je suis aussi artiste peintre. J'utilise mon pouvoir, voilà. Et donc voilà, j'ai une vie assez riche. Quand est-ce qu'on retrouve ta J'espère en fin d'année 2025 ou au pire début 2026. Et donc, ça va être une première pour moi parce que là, ça sera pas que le scénario. Je vais dessiner aussi. Et je dessine donc du coup ce qui est en rapport justement au désir et au plaisir féminin. Et ben, je mettrai en lien toutes les références en description. Merci pour ta participation. Je suis Myriam Bénis, coach parental et hypnothérapeute. J'aide les parents protecteurs à apaiser les émotions de leurs enfants après une séparation difficile. J'espère que cet épisode vous a plu, éclairé, inspiré à être une meilleure rôle modèle. Si vous souhaitez poursuivre votre engagement, vous pouvez rejoindre la communauté des parents protecteurs. Le lien est en description de l'épisode avec l'ensemble des références citées. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'être une meilleure rôle modèle, activez la cloche pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une heureuse et merveilleuse semaine.